Envahie par la ruée des armées hitlériennes, la France est défaite et désemparée. Une voix s'élève dans la nuit de son malheur. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Charles de Gaulle est né à Lille, 50 ans plus tôt, dans une famille où sont fortement ancrés l'amour de la patrie et le respect de la religion. Très tôt, le jeune de Gaulle est convaincu que l'intérêt de la vie est de rendre à la France un service signalé et qu'il en aura l'occasion. Bien qu'ayant aussi de belles aptitudes littéraires, il choisit la carrière des armes et entre à l'école militaire de Saint-Cyr, où il se montre en tout point exemplaire. À sa sortie, il est aussitôt jeté dans le cataclysme de la Grande Guerre. Officier de troupe, confondu avec l'essence même du pays, constitué d'ouvriers et de paysans, il y saisit la vérité profonde de la condition humaine et des réalités nationales. À l'épreuve du feu, il démontre un courage impavide et prend conscience que l'histoire se fait à coups d'épée et s'écrit avec du sang. Blessé 3 fois, il est laissé pour mort sur le champ de bataille de Verdun. Prisonnier en Allemagne, il tente de s'évader à 5 reprises. Libéré après l'armistice, il éprouve le regret indescriptible de ne pas avoir pris une meilleure part à la victoire. Et aussitôt, il se porte volontaire pour partir se battre en Pologne. À son retour, il épouse Yvonne Vendroux et devient professeur à Saint-Cyr, puis officier d'état-major. Il est affecté en Allemagne, puis il part en mission au Liban. En 1932, dans son livre « Le fil de l'épée », de Gaulle dresse le portrait du chef idéal. Alors que le nazisme triomphe en Allemagne, il publie Vers l'armée de métier. Contre la stratégie défensive incarnée par la ligne Maginot, il y développe sa doctrine de la guerre mécanique. Au début de 1940, le colonel de Gaulle est appelé au commandement d'une des rares unités blindées de l'armée française. Mais il est déjà trop tard. Le 10 mai, l'armée allemande perce nos défenses des Ardennes et déferle sur la France, jetant sur les routes des millions de civils qui fuient devant l'ennemi. En pleine débâcle, le président Paul Reynaud appelle de Gaulle au gouvernement, mais le maréchal Pétain se saisit du pouvoir et demande l'armistice. De Gaulle s'envole pour Londres et lance son appel du 18 juin sur les ondes de la BBC. Seul, il incarne désormais la France libre. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, 2 voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Soutenu par Churchill, de Gaulle crée les FFL, les Forces françaises libres. Un à un, au mépris des périls, les volontaires leur joignent. Ils seront 55 000, rassemblés sous l'emblème de la Croix de Lorraine. Puis il tente de rallier à la France libre les territoires de l'Empire colonial. Après l'échec de Dakar, il parvient à fonder à Brazzaville le Conseil de défense de l'Empire et dresse,
face au gouvernement de Vichy, un embryon d'État. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. La France est là où elle se bat, et De Gaulle la maintient présente dans la coalition. Vichy, capitale du malheur, est aux ordres des autorités allemandes, qui tiennent la France en servitude, pillent ses ressources et traquent les adversaires du nazisme. Mais après le choc de la capitulation,